Salut à tous, bonjour, bienvenue à toi Esther Blum, à vous, je ne sais plus, bref, on commence à en avoir l'habitude. Alors Esther Blum, vous êtes responsable du processus de l'équivalence des diplômes au sein de Qualita et vous êtes également responsable pour Qualita des relations avec le gouvernement, toujours dans ce même domaine, le permis d'exercer, les diplômes, bref, tout ce qui intéresse nos futurs candidats à l'ALIA. Ça va ? Bonjour Cathy, ça va ? Super. Alors aujourd'hui c'est très important, une émission vraiment ne la ratez pas parce qu'on va vous donner des points importants qui peuvent passer à l'as ou qu'on peut négliger pour bien réussir dans ce processus de l'équivalence des diplômes qui n'est pas toujours simple. Alors on va parler d'une question épineuse et qui pourtant paraît très très facile, la traduction des diplômes. Ouais. Alors juste avant en fait, je voudrais juste dire en fait que on arrive à emmagasiner énormément d'informations grâce aux nouveaux immigrants eux-mêmes qui reviennent vers nous et qui nous racontent en fait comment ça se passe, d'accord ? Ou bien qui nous montrent leur diplôme, ou qui nous montrent les traductions, d'accord ? Qui nous envoient. Donc c'est extrêmement important de rester avec nous en contact tout au long de la procédure. Parce que l'expérience de l'un sert aux autres. Tout à fait. Ouais, c'est tout génial. à fait. Et donc là, c'est vraiment, on accumule énormément d'informations qu'on peut faire passer entre les différents candidats. Ça veut dire que parfois, on pense que son dossier n'a rien de très intéressant et on se trompe. On se trompe. D'abord, pour nous, c'est extrêmement important de savoir au niveau macro si le traitement du dossier, si le dossier a été traité en 1 mois, 2 mois, 6 mois, 9 mois, si la commission qui devait se réunir s'est réunie, s'est pas réunie. Et donc là, on peut intervenir. Et donc, en effet... voilà, soyez en contact, Imiad à la DOFEC, toujours prévenez-nous et on peut toujours intervenir vers les ministères. C'est justement ça, c'est que si vous êtes au courant, vous pouvez faire bouger les choses. Bien sûr. En tout cas, essayez de les faire bouger. Tout Alors, pourquoi c'est tellement important cette histoire de traduction ? Alors, les traductions, en fait, à travers les mois déjà d'expérience qu'on a accumulés, bien entendu, pour la plupart, on parle de traducteurs qui sont assermentés. Déjà, il faut prendre un traducteur assermenté, ça c'est certain. Il faut prendre des personnes professionnelles. Il ne s'agit pas de traduction. J'ai déjà vu des Olim qui se sont dit je vais moi-même traduire mes documents. Ou je vais les faire traduire par mon copain qui parle hébreu. Mon copain qui parle hébreu. Bien entendu, il ne s'agit pas de ça du tout. Donc, bien entendu, les dossiers sont en fait vérifiés par rapport à ce qui est écrit à l'intérieur. Donc, il faut prendre ça extrêmement au sérieux et il faut vraiment que la traduction reflète exactement les diplômes, les études que vous avez faites. Alors, on va donner quelques exemples parce que les mots sont vraiment très importants parce que c'est en fonction du mot traduit en hébreu qu'on va, oui ou non, accéder à votre demande et vous donner ou pas votre équivalence. Donc, c'est vraiment très important. Peut-être vous renvoyer sur les bancs de la fac, vous dire de faire un stage, alors que s'il y avait d'autres mots, peut-être que ça aurait été différent. Voilà, en fait, la réglementation israélienne oblige, disons, par exemple, de faire un stage. Un stage, on parle de... En général, différentes professions, pas dans toutes les professions non plus, mais quand la loi israélienne oblige de faire un stage, il y a aussi un nombre d'heures. Donc si le mot stage ou le mot de Arshara Ma'asit n'apparaît pas donc dans la traduction, dans les diplômes, et qu'il apparaît différemment, d'accord ? Il apparaît de façon erronée. Le dossier va être refusé parce que la loi oblige de faire, 300, 600, 900 heures de stage. Et en fait, la personne a fait un stage, d'accord ? Sauf que ça n'apparaît pas comme ça. Sauf qu'en fait, la traduction a été mal faite et ou pas exacte, d'accord ? Je suis moi-même pas traductrice du tout, mais étant donné qu'on est tout le temps... on regarde ces détails qui sont extrêmement importants. Donc, vraiment, on se rend compte que s'il n'y a pas écrit exactement le mot qu'il faut en face de stage, donc le dossier va être automatiquement refusé. C'est arrivé dans différents dossiers. Vous pouvez nous donner un exemple concret ? Alors, un exemple qu'on a eu vraiment tout au début du travail à Qualita, c'était donc 2 psychologues qui ont présenté leur dossier et on leur a en fait demandé de retourner tout simplement sur les bancs de la fac pour compléter leur dossier. Donc, bien entendu, j'étais assez étonnée puisqu'ils avaient étudié dans une université parisienne, il n'y avait française, il n'y avait aucune raison de retourner. Les autres dossiers en général à ce stade-là étaient entièrement validés.
Donc, on commence à éplucher les dizaines et dizaines de pages et essayer de comprendre des documents que j'ai demandé au LIM de me remettre, de comprendre quelle était la problématique. Et à ce moment-là, donc en regardant, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas en fait que le devoir de mémoire qui doit être fait au terme du master. La traduction, encore une fois, a été traduite comme un devoir, tout simplement, et pas une thèse. Au lieu d'être écrite thèse. Voilà. Et en Israël, on demande une thèse, donc l'administration israélienne est bête et méchante, gentille parfois, mais bon, en tout cas, il y a des règles. Il y a des règles, voilà. Donc il faut suivre les règles. Et voilà, bien sûr, c'est aussi dans les décrets en France. C'est pareil partout. Voilà. Mais devoir, c'est pas thèse. Voilà, devoir, c'est pas thèse. Et donc, à partir du moment où on a prouvé en fait qu'il y a eu une erreur au niveau de la traduction, on a fait retraduire les documents. On a écrit une longue lettre pour expliquer. En effet, on a aussi soutenu, disons, on a expliqué le nombre de pages. Ils ont demandé à ce qu'on expliquerait vraiment que c'était une vraie thèse, une vraie thèse et pas un devoir. Combien de pages, quel a été les thèmes. Voilà, donc c'était c'est incroyable beaucoup de temps. De temps passé. Consacré pour, en fait, un dossier qui aurait dû passer rapidement. Alors, on n'a pas de traducteur chez Qualita, il faut quand même le préciser. On est simplement aguerri grâce au retour que font les immigrants qui déposent leur dossier et qui nous alertent sur des questions aussi importantes. Alors, ça, c'était un point. Voilà. Un exemple parmi tant d'autres. Alors, je ne sais pas comment ils vont faire, ces immigrants, parce qu'il faut bien choisir son traducteur, ou en tout cas, peut-être dire au traducteur assermenté, attention, il y a des mots professionnels, etc. Si vous ne les connaissez pas, demandez, vérifiez, c'est vraiment important pour nous. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Bon, maintenant, toujours à ce moment-là, bon, on n'a pas de service de traduction non plus à Qualita, mais comme on est déjà familiarisé, on s'est familiarisé, disons, avec certains termes, on vérifie, on regarde certains dossiers. Mais on n'est absolument pas traducteur de formation. Mais en tout cas, on connaît on se retourne après vers les traducteurs et on a un dialogue avec eux pour leur expliquer en fait quels sont les points importants qu'il faut. Voilà. Donc, si vous le faites déjà en amont, ce sera aussi bien. En tout cas, on essaye de vous faire ici dans cette émission gagner du temps. Alors, un autre thème très important, la double procédure dans le processus de reconnaissance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors oui, c'est ça. C'est quoi une double procédure et pourquoi déposer 2 fois des dossiers dans 2 ministères différents ? Dans certaines professions, en fait, le niveau universitaire est automatiquement reconnu. Okay. D'accord ? Okay. Donc, d'une façon générale, dans les métiers de la santé publique, d'accord ? Donc, la profession est automatiquement reconnue si la loi l'exige. D'accord ? Par exemple, on a parlé des psychologues tout à l'heure. La loi exige qu'un psychologue ait un master 2, d'accord ? Donc, automatiquement, il sera reconnu au niveau de Master 2 pour sa paye et pour son niveau donc, s'il vient avec ses diplômes, etc., donc normalement, il n'y a pas de problème, il est dans un processus. Il doit faire uniquement le processus face au ministère de la Santé. Par contre, une infirmière, d'accord ? Une infirmière, dans la loi, il n'est pas obligatoire en tant qu'infirmière d'avoir une licence, d'accord ? Donc, une infirmière qui va arriver avec une licence va devoir faire une procédure vis-à-vis du ministère de la Santé, et donc prouver ses qualités professionnelles dans son domaine professionnel, passer un examen, tout ça, on en a parlé. Et d'un autre côté, parallèlement à ça, se tourner vers le ministère de l'Éducation nationale pour prouver son niveau universitaire. Et là, ça va lui permettre soit de répondre à des appels d'offres qui demandent donc la licence, peut-être qu'elle a aussi une maîtrise, je ne sais pas, et aussi d'avoir un salaire qui est différent et aussi d'autres choses donc dans le cadre de... C'est vraiment important. Et les candidats à l'ALIA ne sont pas toujours au courant. Les candidats à l'ALIA, les OLIM eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi faire 2 dossiers. Procédures. Donc en fait, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, par rapport aux traductions, dans ces cas-là, demandez directement à votre traducteur et à votre notaire 2 jeux.
D'accord. Deux jeux de traduction. On conseille même 3. 3. Oui. Ouais. D'en avoir toujours un à la maison, on ne sait jamais. Ce qui peut se passer, Oui. Des dossiers qui se perdent. Bon, ah, ça mais peut déjà, arriver. le ministère de la Santé, les archives ont brûlé déjà une fois. Voilà, et je peux vous dire que c'était vraiment pas facile. Donc, en avoir toujours un à la maison, c'est des sommes qui sont minimes par rapport à la somme de base pour payer, investi. Donc, en général, je ne vais pas donner de somme, mais bon, ça, c'est au notaire de décider, mais c'est des sommes qui sont minimes. Donc, avoir un double pour soi, un double qui va être remis au ministère dédié, c'est-à-dire ministère de la Santé, par exemple, si on ministère est... de l'Éducation, ou peu importe. Et l'autre pour le ministère de l'Éducation. D'accord. Voilà, donc avoir plusieurs sets. Et donc là, on a 2 procédures parallèles, une vers le ministère dédié, vers le ministère de la Santé, et une vers le ministère de l'Éducation nationale, qui va évaluer en fait le niveau universitaire des diplômes du candidat. Bon, alors ça, c'était un point vraiment très important. On est très content de l'avoir évoqué. Et puis, on ne va pas vous laisser comme ça dans l'incertitude. Il y a un 3e point, le permis d'exercer temporaire. Alors, si vous avez déjà entamé une procédure pour reconnaître, pour avoir tout simplement obtenir un permis d'exercer votre profession en Israël, vous avez probablement eu un permis d'exercer temporaire. Alors, qu'est-ce que c'est exactement et qu'est-ce que ça implique? Parce que pour le transformer en permis d'exercice permanent, il y a quand même des choses à faire. Voilà, c'est encore grâce à un de nos olés chers qu'on a suivis, qui tout d'un coup nous a appelé, nous a dit quelle formalité je dois faire pour transformer mon permis d'exercice temporaire? Je dois signer où? Dans quelle case? Exact. Voilà. Sauf que ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Alors, comment ça se passe? Ça se passe pas exactement comme ça. Donc, en effet, une fois qu'on a passé déjà toute la procédure, pour certains des examens, pour certains les traductions de dossiers, des mois et des mois d'attente, on reçoit ce fameux permis d'exercice. On reçoit le permis d'exercer temporaire. Donc, pas dans toutes les professions, mais principalement dans les professions de la santé, d'accord ? En fait, c'est une procédure qui est tout à fait normale. Oui. Tout le monde le reçoit. On ne reçoit jamais un permis d'exercice permanent directement. Non. Okay. Non. On passe par cette case, en fait, et il faut pendant 1 an, en fait, il y a écrit sur le permis d'exercer la date de validité, jusqu'à quelle date, en fait, il est valide. Et donc, pendant cette année, il faut travailler. Travailler en Israël. En Israël, bien entendu. Parce que certains commencent à faire les démarches de l'étranger. Certains n'ont peut-être pas encore fait leur alia parce qu'ils savent que c'est compliqué, et c'est tant mieux d'ailleurs. Ils obtiennent ce permis d'exercer. En général, quand les personnes commencent la procédure avant de faire leur alia, ils n'ont pas encore le statut de nouvel immigrant de Olé Hadash. Donc, ils n'ont pas encore le permis d'exercer temporaire. Ils préparent leur dossier en amont, ils déposent le dossier. Là, il va y avoir un échange de courrier entre le ministère et le candidat. On va lui dire, il manque tel ou tel papier, rapportez-nous telle ou telle attestation. Et en fait, quand il fait son alia et qu'il décide d'arriver en Israël, donc numéro de Théodat Zéhout, il va avoir un numéro de Théodat Zéhout, et là, il va recevoir son permis. D'accord. Alors, donc peut-être que pendant cette période, il va être à l'Ulpan, à l'étranger entre deux, il va s'investir pour l'éducation des enfants, je ne sais pas, mais il faut faire très attention, puisque justement, c'est un permis d'exercer qui est limité dans le temps, et donc il faut vérifier en fait quelles sont les clauses par rapport à sa profession. D'accord. Et ce qu'il doit faire dans ce laps de temps, en général. On pense surtout aux dentistes et aux pharmaciens, parce qu'en général, en tout cas, ça c'est comme profession de la santé, les infirmières aussi. Donc une fois qu'ils ont ce permis, la seule possibilité de le transformer, on le dit, on le crie haut et fort, en permis d'exercice permanent, c'est qu'il faut travailler 1 an en Israël. Il n'y a pas de dérogation ? Non. Bah mince alors. Non, en fait, à partir il n'y a pas le choix. Il faut le faire. On peut le proroger si jamais on n'a pas pu travailler cette année-là. Oui, c'est possible, mais pas plusieurs fois. Je crois 2 ou 3 fois, ça a vérifié. Maximum. Mais ne prenez pas au mot. Il faut vérifier. C'est pas conseillé. 2 fois, c'est sûr. C'est-à-dire après l'avoir reçu une première fois, on peut le refaire une deuxième fois. Il faut refaire toute la procédure, non ? Non. Tout simplement renvoyer les documents
Et il faut renvoyer quand même les documents. Faut renvoyer le dossier. Non, pas renvoyer tout le dossier. Il faut renvoyer le papier, le permis d'exercice temporaire et dire voilà, au terme de cette année, je vous prie de bien vouloir renouveler mon permis d'exercice temporaire. Voici aussi, on donne le diplôme. Enfin, pour tous les détails, contactez-nous. Ok. C'était important et tant mieux d'en avoir parlé. Merci beaucoup, Esther Blum. Merci Cathy, merci d'avoir soulevé tous ces points. Voilà, et puis bravo pour votre travail minutieux. Voilà, vous qui étudiez les syllabus pour savoir exactement qu'est-ce qui est pareil, pas pareil dans les deux systèmes français, israéliens. Et grâce à vous, il y a plein de gens qui arrivent à obtenir leur permis d'exercer. Bravo et merci pour eux. Bienvenue à tous. Voilà, on est là ciao. pour vous. Voilà, bye. Au revoir. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.